Bien, c'est jeudi, nous sommes jeudi 29 septembre. Le jeudi, c'est la politique. Jeudi politique entre 11h et midi avec tous les jeudis des invités, des députés qui viennent nous voir. Et ce matin, je reçois par ordre alphabétique Julien Aubert, qui est membre des Républicains, président du mouvement Osez la France. Nous avons aussi avec nous, bonjour Julien Aubert, merci d'être là. Arnaud Péricard, bonjour Arnaud Péricard, vous êtes membre de Renaissance et Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye, et François Piquemal, qui est député LFI de Haute-Garonne. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, merci d'être avec nous tous les trois. Bien, nous allons commencer avec la réforme des retraites. Pourquoi ? Parce qu'hier soir, le président, vous n'y étiez pas, Non, mais Laurent Marcangeli, le président de notre groupe, y était. François Piquemal, oui. François Piquemal n'y était pas évidemment, mais Arnaud Péricard. Non, j'ai pas eu le plaisir Non, mais il y avait aussi Édouard Philippe. Il y avait le groupe, Horizon était représenté pour un dîner. Horizon était représenté, soir, oui, il n'a pas dit grand-chose, paraît-il, Édouard Philippe, hier soir. Non, il parle peu, mais il parle bien. Bon, d'accord. Bon, très bien. Bon, hier soir, donc, dîner à l'Élysée autour du président de la République sur le sujet des retraites. Je résume, hein. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Emmanuel Macron confirme l'objectif de reculer l'âge de départ de la retraite à 65 ans, de prendre en compte la pénibilité et de fixer un montant minimal de pension à 1100 €. Ce sont les trois grands sujets. Il dit aussi, abordé hier soir, il dit aussi qu'il n'y aura pas d'amendement au PLFSS. PLFSS, c'est-à-dire projet de loi de financement de la sécurité sociale, pas d'amendement, mais qu'un projet de loi sera présenté avant fin 2022 et discuté à l'Assemblée nationale 2023, début 2023. C'est bien cela, hein. C'est bien ce que vous avez tous compris. Bon. Mais il a aussi dit, si une motion de censure est adoptée, je n'hésiterai pas à dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'en pensez-vous ? Il a raison ? Je pense que la réforme des retraites, c'est un marqueur important. Arnaud Péricard, il a raison. Du mandat d'Emmanuel Macron. Il estime que ce débat a déjà été tranché par l'élection présidentielle, et je pense qu'il a raison. C'est une réforme nécessaire, vitale, cruciale pour le pays, et que bien évidemment, ça permettra de marquer un trait de frontière entre ceux qui ont envie de réformer notre pays et ceux qui, au contraire, sont opposés aux réformes. Donc, chacun devra prendre et assumer ses responsabilités. Julien Aubert. C'est une prérogative constitutionnelle. Le président de la République, il a le droit de dissoudre le Parlement, il prend ses responsabilités, parce que s'il perd les élections derrière, il aura une fin de quinquennat assez pénible. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'ailleurs de menacer les députés, les Républicains, pour qu'ils votent une refonte des retraites qu'ils ont toujours défendue. Et que donc vous la voterez. Vous ne la connaissez pas encore. Non, mais la question, c'est pas une réforme des retraites, c'est quelle réforme des retraites. Oui. D'autant que, à titre personnel, je suis défavorable aux mesures d'âge. Je pense que l'âge légal de la retraite, c'est une chose qu'il faudrait supprimer. Je suis plutôt sur la durée des cotisations. Mais après, voilà, si la réforme est intelligente, je ne vois pas pourquoi on la voterait pas, parce qu'on a toujours défendu l'idée qu'il fallait que gérer la branche retraite soit à l'équilibre. Donc c'est pas parce qu'on est dans l'opposition aujourd'hui qu'on va dire l'inverse. Maintenant, il faut évidemment que ce soit pas un acte marqueur d'appartenance à la majorité, à l'opposition. La difficulté de l'amendement au PLFSS, c'est que si vous êtes pour les retraites, vous votez le PLFSS, donc vous intégrez la majorité. Ça, c'est pas admissible. Voilà. Donc après, de toute façon, c'est fini, hein, l'histoire de l'amendement. Voilà, ça, c'est de l'histoire ancienne. Bien, François Piquemal, vous, c'est clair. Évidemment, vous ne voulez pas de réforme des retraites, François Piquemal, mais vous êtes prêt, votre groupe est prêt à déposer une motion de censure sur le sujet ? La première chose qui me vient, c'est de quelle couleur sera le mur sur lequel va se cracher cette réforme des retraites. Parce que dans l'immense partie de la population, il y a un rejet de cette réforme. Nous, on est pour la retraite à 60 ans. La réforme des retraites de M. Macron est une réforme anti-travailleuses et travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'elle dévalorise le travail des gens qui ont un travail pénible. Je pense aux infirmières, je pense aux gens sur les chantiers. C'est pas vrai qu'à 63 ans, vous savez, on va faire un service dans un restaurant comme on en faisait un à 43. C'est pas vrai non plus. Mais si la pénibilité est prise en compte. La pénibilité est prise en compte simplement de 2 ans. Et 2 ans, c'est pas suffisant, parce que si on veut avoir un taux plein pour partir à la retraite, ça va être des 64, des 65, des 66 ans. Or, on sait aujourd'hui qu'on part à la retraite ne voulez pas. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans. Alors, François Piquemal,
Ne vous inquiétez pas, vous pourrez dire quelle est votre proposition et revenir sur votre retraite à 60 ans si vous le souhaitez. Mais je vous pose une question claire et simple. Est-ce que vous déposerez une motion de censure ? Bien sûr qu'on va déposer une motion de censure contre la réforme anti-travail de M. Macron. Bon. Vous la voterez, cette motion de censure, ou pas ? Moi, je ne suis plus député, mais tout dépend ce que vous mettez dans la motion de censure. Soit c'est une motion de censure qui est faite pour renverser le gouvernement. Et il y a, je dirais, une majorité de députés qui seraient plutôt favorables à un autre gouvernement. Mais on n'est pas forcément d'accord sur quel gouvernement. Oui. Quand j'entendais, par exemple, les arguments, moi, je suis défavorable aux mesures d'âge. Parce que je pense qu'on parle de 63-64. En fait, la vie est complexe. Il y a des infirmières qui, à 63 ans, vont très bien. Il y en a d'autres qui, à 63 ans, c'est beaucoup trop. C'est pour ça que je vous parlais de la durée de cotisation. Et sur les sujets de pénibilité, on est tous d'accord, mais on sait tous que ça produit des usines à gaz. Donc, tout dépend de ce qu'il y a, je dirais, dans cette motion de censure. Maintenant, de toute façon, si on veut que cette motion de censure fonctionne, c'est pas au LR qu'il faut poser la question. C'est est-ce que la France Insoumise, la NUP, votera celle du Rassemblement National, ou est-ce que le Rassemblement National... Parce qu'il y aura des motions de censure de tous les côtés. Bien il y aura sûr. la motion de censure du Rassemblement National, la motion de censure LFI et peut-être d'autres d'ailleurs. Oui, tout à fait. Nous, c'est un débat... Et vous pourriez mêler vos voix, mêler vos voix au Rassemblement National. National. Vous l'avez dit vous-même, Jean-Jacques Bourdin. Hier, il y a eu une réunion de M. Macron. On n'a pas eu encore le temps de se rassembler pour voir comment quelles allaient être j'ai bien compris, François, nos actions. Mais vous pourriez mêler votre voix à celle du Rassemblement National. C'est un débat qu'on aura en interne. Parce que vous ne voulez pas jouer au foot ensemble, mais vous pourriez mêler vos voix à l'Assemblée ensemble. La problématique, c'est que vous avez une réforme qui va casser le dos à des millions de travailleuses et de travailleurs dans ce pays. Donc forcément, il y a du débat par rapport à ça, et c'est un débat qu'on n'a pas encore tranché, je vous le dis honnêtement, et qu'on va discuter en interne, que ce soit au sein de la France Insoumise, mais aussi avec tous les partenaires de la NUPS. On n'a pas encore eu le temps, puisqu'on ne savait toujours pas si c'était la cacophonie, si ça allait être un amendement, comme vous l'avez dit, qui allait passer, ou s'il y avait un vrai projet de loi qui arrivait. Maintenant, on en sait davantage, on a nos réunions en début de semaine, on va en discuter entre nous et on verra ce qu'on fait. Arnaud Péricard. Non, mais le temps du courage et de la clarification va intervenir très rapidement. Donc ça sera peut-être l'occasion pour vous et pour la NUPES de se positionner, ou peut-être de ne pas se positionner. On verra quelle sera vos positions. Et je pense qu'il ne faut pas croire que le président a peur d'une dissolution. Le président, je pense qu'il a compris... Ça tombe bien, nous non plus. Mais non, mais je sais bien, et on se comptera. Voilà, comme on s'est compté lors des 3 précédents tours de scrutin que nous venons d'affronter au cours de cette année, et on se comptera, parce qu'il y a un moment, si on veut que les réformes nécessaires pour faire avancer notre pays, que notre pays reste compétitif... Elle n'est pas nécessaire, cette réforme-là. Elle est complètement... Elle n'est pas du tout nécessaire. Le déséquilibre du régime général. Le Conseil d'orientation des retraites montre que le système est stable jusqu'à 2040. Comment vous financez le système ? En mettant les salaires à égalité entre les femmes et les hommes... Vous savez que structurellement, il y a moins d'actifs pour financer de toutes les manière les retraites d'une partie de la population. Le Conseil d'orientation des retraites vous donne tort. Attendez, pas ensemble, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Personne ne comprendra rien et ce ne sera utile ni pour vous ni pour nous. On n'est pas au gouvernement ici, un peu de. On n'est pas au gouvernement ou à l'Assemblée nationale, pardon, Julien. Parfois, le gouvernement est plus agité que l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas de col roulé ce matin. Donc non, moi, les mesures démagogiques où on prend les Français pour des imbéciles en expliquant qu'un col roulé va suffire à résoudre le problème. Je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles qui se débattent. Non, mais là, on va revenir sur l'énergie, sur le col roulé. On change de sujet. On change de sujet. Mais c'est démagogique, la retraite à 60 ans, Julien Aubert ? C'est pas la question. Moi, si on pouvait prendre la retraite à 40 ans, vous savez, je dirais pourquoi pas. C'est un choix de société. Dire que nous n'avons pas un problème d'équilibre de la branche retraite, c'est faux. On sait très bien qu'on va effectivement vers... Il y a eu des réformes qui ont été faites, mais on doit équilibrer la chose. Là où, à mon avis, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus large, c'est que c'est pas un problème de retraite, en réalité. C'est un problème de travail. Si vous aviez plus d'actifs, et notamment on sait qu'il y a une partie de la population aujourd'hui qui est soit en dehors du monde de l'emploi, soit qui n'arrive pas en tout cas à accéder à l'emploi, demain vous avez 1 million de travailleurs de plus, votre problème des retraites, il sera, votre pyramide, elle sera quand même un peu différente. Et donc moi j'aurais préféré qu'on ait un débat sur la relation au travail, parce que la conséquence est effectivement les retraites. Mais ce n'est pas seulement un sujet de comptabilité. C'est en ça que, quelquefois, je peux être d'accord avec certaines des oppositions de gauche. Et voilà. Mais il ne faut pas nier le fond, je dirais, du problème, qui est qu'effectivement, il y a un sujet d'équilibre. Donc, bon, il y a un sujet d'équilibre, mais il y avait, pardon, quand même, Arnaud Péricard, il y avait une réforme engagée
des retraites. Il y a eu le Covid, tout a été arrêté. C'est une réforme un peu différente parce que c'était. Il l'avait abandonné avant. C'était systématique. Oui, systémique. Oui, mais oui, c'est vrai. Non, mais bon, c'est vrai. Il fait croire que c'est le Covid qui a interrompu la réforme des retraites. Mais c'était une réforme dite systémique, et puis tout à coup, voilà une réforme paramétrique. Non, je pense que non. Pourquoi ne pas reprendre l'idée de la retraite par points? Je pense que il y a deux sujets. Il y avait l'idée de la retraite par points, il y a la fongibilité de l'ensemble des systèmes de retraite. Moi, alors je fais un peu de corporatisme. Mon propre système de la caisse des avocats, par exemple, devenait fongible dans un ensemble. D'ailleurs, notre caisse était excédentaire au passage, donc on n'était pas forcément très content. Oui. Je me souviens. Ça, c'est pour le corporatisme quelque part. Non, je pense qu'aujourd'hui, paramétrique, parce que ce sont des marqueurs qui sont importants. Pour que cette réforme, elle puisse également être efficace et bien comprise, il faut des marqueurs. Alors, on peut avoir des accords sur les mesures d'âge. La mesure d'âge, c'est aussi un cliquet. C'est l'âge à partir duquel vous pouvez partir. Et après, ça ne présume pas, quelque part, du montant de votre retraite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va financer le social, en France, la protection sociale, avec un allongement de la durée du travail? Mais on découvre rien. C'est comme ça que ça fonctionne il faut l'assumer. Oui. On assume en tout cas que pour le moment, je pense que cette retraite, de toutes les manières, elle est utile, elle est nécessaire, mais de toutes les manières, elle ne suffira pas. Et que vous savez que dans notre pays, il y a des clauses de rendez-vous. Tous les 5-6 ans, on se donne rendez-vous de toutes les manières, autour de la table ou pas, pour rallonger. Et que de toutes les manières, je faisais référence au système des avocats ou des libéraux, qui sont beaucoup à vous écouter. On est à 67 ans déjà. Donc là, si on passe à 65 ans, de toutes les manières, on aura un allongement à venir dans les 10 ou 15 ans. J'ajoute quand même qu'il y a un sujet, c'est qu'avec l'inflation, aujourd'hui, on parle de pensions, mais enfin, ces pensions, dans quelques années, leur pouvoir d'achat réel sera bien moindre. Donc on va avoir un problème structurel aussi, qui est la réévaluation de ces pensions. Bien. Alors, il est déjà 11h15. Vous allez avoir la parole. On va finir sur les retraites et nous passerons à l'énergie. Il est déjà 11h15. Vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous voulez vous mêler à la conversation? Vous n'hésitez pas, vous appelez. À tout de suite. Bourdin. Bien. Il est 11h18. Il y a des réalités qu'il va falloir concilier, messieurs. La réalité, c'est le nombre d'âges travaillés. La réalité, c'est les finances publiques. La réalité, c'est la couverture sociale. La réalité, il faut trouver de l'argent. Il y a un budget à tenir. Tout ça, c'est pas facile. Vous, votre solution, François Piquemal, député La France Insoumise de Haute-Garonne, c'est simple. Si on travaille jusqu'à 60 ans, ceux qui ont envie de travailler plus longtemps pourront travailler plus longtemps, si j'ai bien compris. C'est votre solution. Mais comment financez-vous? Je vais vous donner un exemple très simple. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, justifie notamment votre réforme des retraites en disant on va faire des économies à hauteur de 8 milliards d'euros. Dans le projet de loi de finances, le budget col roulé là qu'on a, vous avez la suppression d'un impôt qui va être un cadeau aux plus grandes entreprises, qui équivaut exactement à 8 milliards d'euros. Donc vous voyez, la CVAE, monsieur. Et vous voyez que de ce point de vue-là, ça ne tient pas. Par ailleurs, il suffirait de mettre une surtaxe sur les hauts revenus pour financer un système de retraite à 60 ans. C'est quoi le haut revenu? Les hauts revenus, surtaxe à partir de combien? Les hauts revenus, on l'a calculé, c'est au-delà de 5 000 euros notamment. Et on pourrait C'est-à-dire qu'au-delà de 5 000 euros, on augmente les impôts, quoi. La surtaxe, on met une surtaxe. C'est augmenter les impôts. Taxe, ça veut dire impôt. Une surtaxe progressive. Vous avez aussi une autre solution dont on a beaucoup parlé, c'est faire en sorte que les femmes soient payées à salaire égal que les hommes, et vous avez davantage de cotisation sociale pour payer les retraites. Donc vous voyez des solutions. 5 000 euros liés au travail ou 5 000 euros liés au revenu du capital? Vous mettez sur le même plan le type qui gagne 5 000 euros parce qu'il se lève, il travaille 70 heures par jour, et celui qui reste à la maison mais qui a des appartements dont il a hérité, il touche 5 000 euros par mois, il est traité de la même manière. Vous touchez une bonne question. C'est les surprofits qu'on fait sur la rente immobilière et même les surprofits de manière générale, parce que ça aussi c'est un vrai levier d'argent public qu'on pourrait mettre en place. Quand vous avez Total qui a annoncé hier qu'il donne à ses dividendes 2,6 milliards d'euros et qui a déjà fait 18 milliards d'euros, 600 millions de 18 dividendes. milliards d'euros, eh bien nous on appelle depuis le début, on a lancé une pétition avec la NUPS à taxer les super profits des grandes sociétés. Donc vous avez lancé une commission d'enquête là-dessus ou une mission? Oui, il y a une mission flash en ce moment même. Lorsque faites la mission flash, et après la mission flash, on verra déjà qu'est-ce qu'on appelle super profit.
profit et comment on je le vous taxe. Dis, vous regardez ce que fait Total aujourd'hui, alors que les gens n'arrivent pas à faire leur plein, doivent mettre des 7 euros d'essence. Pourquoi vous faites une mission flash? Pour savoir exactement... Vous êtes comme le gouvernement, vous avez la réponse avant d'avoir posé la question. Comme ça, vous aurez exactement le montant des super profits qu'on peut aller chercher. On en a déjà qui sont publics. Le nombre de fois, Jean-Jacques Bourdin, où j'entends comme réponse à tous les problèmes que connaît notre pays qu'il faut surtaxer Total, ça doit faire au moins la 4e ou le 5e sujet. Donc Total n'a même plus de chiffre d'affaires, n'a même plus de profit parce que vous les surtaxez. Mais Total ne réalise d'ailleurs pas 100% de son chiffre d'affaires et de ses profits en France. C'est une entreprise mondiale et vous voulez l'impôt universel, bien sûr. Et la réponse à tous les problèmes que connaît notre société, notre pays, le monde, ça n'est pas la surtaxation ni la taxation. Ça se saurait et ça s'est testé dans le passé, ça a été défaillant par ailleurs. Et moi, je trouve que cette proposition qui est complètement surréaliste, si je puis dire, de vouloir surtaxer. Mais non, surtaxer. En plus, vous confondez deux choses. Vous êtes fataliste. La suppression de la CVAE qui n'a rien à voir et je peux vous rejoindre parce qu'en tant que maire d'une collectivité locale, vous savez ce que ça va impacter. Je sais ce que c'est que de mener une politique d'attractivité sur son territoire pour faire venir des entreprises. Et le seul lien économique qu'on a entre l'attractivité d'un territoire, c'est la CVAE et le nombre d'entreprises qu'on a. Moi, je ne suis pas tout à fait, d'ailleurs, et on est un certain nombre d'élus locaux, ça peut évoluer, je pense, peut-être par voie d'amendement. Vous allez faire évoluer, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, si j'ai bien compris, avec cet aspect du budget. Pour de bonnes raisons, Non, il faut un lien de rattachement fiscal entre le territoire et les entreprises. Sinon, ça ne nous incite pas à mener des politiques d'attractivité économique et c'est ce que l'on fait déjà sur nos territoires. Bon, mais je vois qu'on passe à l'énergie doucement, mais vous avez vu comment on est arrivé à l'énergie. Alors parlons de l'énergie. Vous parliez de gouvernement col roulé. De budget col roulé. De budget col roulé, pardon, oui. Oui, c'est la première ministre qui, elle, a décidé de porter des gilets ou des doudounes. Et puis le ministre de l'économie qui, lui, va porter des cols roulés. C'est un peu ridicule, ça, ou pas? Non, c'est... Non, écoutez, moi j'avais un conseil municipal hier, j'avais ma petite doudoune sous ma veste, mais parce qu'il faisait un peu froid. Pour chacun fait comme il veut, c'est anecdotique. Oui, c'est anecdotique. Je suis d'accord. C'est anecdotique. C'est pour parler de la sobriété et de ce fameux plan sobriété que nous allons découvrir le 6, je crois que c'est le 6. C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. On a le col roulé, on a la doudoune, j'ai entendu l'étendoir hier, mais si vous voulez, on est en train de payer pleinement. C'est le député Legendre. On est en train de payer pleinement le manque d'anticipation et de planification du gouvernement lors du précédent quinquennat sur les énergies renouvelables notamment. Quand on voit des pays comme l'Espagne et le Portugal ont été proactifs là-dessus. Et nous, on est en retard et on se retrouve dans une situation où on a une société française Total qui fait, je le rappelle, des bénéfices records et des gens à la pompe qui ne s'en sortent pas. Et on va leur dire, mettez une doudoune, mettez un col roulé, mettez le linge sur l'étendoir, parce que, c'est un petit peu caricatural et ça donne aussi l'image que peuvent avoir certains représentants politiques de la population. Julien Aubert. Moi, je crois que c'est pas les énergies renouvelables le problème. Quand vous êtes à la pointe d'hiver, quand on sera à la pointe d'hiver, l'éolien, ça fournit 1% de la consommation électrique. Donc c'est pas l'éolien parce que en réalité, quand il fait nuit et qu'il n'y a pas de vent... Je parlais pas que de l'éolien. Non, mais il y a aussi le solaire. C'est pas ça qui vous sauvera à la pointe. À la pointe, ce qui vous sauve, c'est le nucléaire. Je dirais, ça fait 10 ans qu'on n'investit pas sur cette filière et qu'on a affaibli EDF au passage. Et puis 2, quand vous n'avez pas de nucléaire, vous êtes obligé d'avoir des moyens pilotables, c'est-à-dire en fait des centrales thermiques, et on les a fermées. Ce qui fait que désormais, le gouvernement réouvre des centrales à charbon, ce qui honnêtement, en termes du symbole, est quand même assez pénible. Donc je crois qu'effectivement, il y a eu un problème d'anticipation, il y a eu une espèce d'irrationalité incroyable pour avoir vécu. L'anticipation, ça date d'il y a 10, 15, 20 ans. Moi, j'ai vécu... Alors moi, je ne peux parler que des 10 ans que j'ai connus comme député, mais je me rappelle de Ségolène Royal, 10 ans, c'est possible, en 2025, d'arriver à 50% du nucléaire en faisant des milliers d'éoliennes. C'est-à-dire qu'on a fonctionné de manière brejnevienne. Vous avez un type dans un bureau qui dit moi, dans 5 ans, je veux des quintaux de blé, et puis on se demande pas derrière où est-ce qu'on va les mettre, comment les gens vont réagir. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de planification sur ces questions-là. Et puis là où je suis un peu en désaccord, moi je ne suis pas, je suis pour une politique du paysage en France. Alors on peut prendre l'Espagne comme exemple, à voir comment l'Espagne a saccagé ses paysages avec l'éolien. Moi j'ai pas envie que mon pays ressemble à ça. Aussi, surtout pour que ça reprenne. Et puis sur le photovoltaïque, ça se
développe fortement, c'est pas, il ne vous aura pas. C'est pas non plus très beau, pardon. Le niveau des champs de et je rappelle champs de que panneaux solaires. Parfois, il faut artificialiser les sols pour le faire. Exactement. Il faut artificialiser. Donc c'est pas si simple que ça. Et je pense que Julien Aubert a tout à fait raison. Le vrai remède, c'est de réactiver fortement et avec énergie notre système et notre énergie. Sur le coloré, je voudrais quand même réagir. C'est qu'il risque de nous manquer 15 gigawatts d'électricité si on a vraiment un hiver rigoureux. Et en fait, on met dans la nature, on fait croire aux gens sur des trucs qui vont économiser quelques mégawattheures, si vous voulez. C'est comme si on avait un trou d'1 milliard d'euros et je vous disais, vous savez quoi, on va commencer à arrêter de fumer du tabac et vous allez voir, ça va résoudre le problème. Ce que je comprends pas très bien, c'est qu'il va y avoir une urgence. Tout le monde le sait, il va y avoir une urgence énergétique et nous avons... D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais le patron de la Fédération de la boulangerie qui nous disait, si ça continue comme ça, en janvier, le pain va augmenter de 25%. Le prix de la baguette va augmenter de 25%. Je dis bien 25%. C'est-à-dire que la baguette va passer de 90 à 1,10 €. Et après, bon, voilà, c'est inéluctable. Inéluctable. Et encore, on ne s'en sortira pas, disait-il. Donc, dans l'urgence, que fait-on ? Que proposez-vous ? Soyons concrets. Nous, à la France insoumise, puisqu'on est devant une urgence énergétique. Moi, je ne suis pas là. Je ne veux pas envisager 10, 20 ans. Dans l'urgence, que faites-vous ? Non, mais il faut les envisager aussi. Mais d'accord. Mais là, que répondez-vous au patron de la boulangerie qui vous dit le pain va augmenter de 25% Que lui dites-vous ? On est pour bloquer les prix des produits de première nécessité. Donc vous bloquez le prix de la baguette ? Oui, bien sûr, on bloque sur la spéculation. Et notamment. comment il s'en sort, lui ? Comment fait-il avec son coût énergétique si vous bloquez le prix ? On veut aussi bloquer les prix de l'énergie, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, là, je vous ai donné un exemple. Vous avez des grandes sociétés qui, notamment dans l'énergie, qui font des méga profits. Il y a des pays comme l'Espagne, comme la Grande-Bretagne. Il y a même maintenant la Commission européenne. Le coût de l'électricité en Grande-Bretagne, qui a perdu à les taxer. Non, mais attendez. Et ça permet d'avoir des ressources. Vous prenez l'exemple. Attendez, François Picmal, je voudrais que les choses soient claires. Vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne, c'est le mauvais exemple. Je vous le dis tout de suite parce que la Grande-Bretagne, le coût d'électricité est bien plus important qu'en France. Donc, quand la Grande-Bretagne bloque le coût d'électricité, son coût d'électricité est encore beaucoup plus important qu'en France. Donc, oubliez la Grande-Bretagne. En ce qui concerne l'Espagne, oui, l'Espagne a baissé la TVA. Oui, alors c'est votre solution, comme au Rassemblement National d'ailleurs, c'est la même. Non, mais c'est ce que dit Marine Le Pen. C'est pas la question. La question, c'est comment on fait. Vous avez le droit. On peut aimer le couscous et pas avoir les mêmes idées. Comment on fait pour que les gens s'en sortent financièrement ? Donc oui, nous, on est pour tout un tas de mécanismes. Il y a bloquer les prix des produits de première nécessité, il y a bloquer les prix de l'énergie, et il y a aussi derrière des réformes plus structurelles, comme augmenter le salaire, et notamment le SMIC, à 1 600 €. Il y a une manifestation aujourd'hui pour ça, qui peut permettre aussi de s'en sortir. Et puis, j'ai bien compris, moi je me mets à la place du boulanger avec votre solution. Donc, vous bloquez le prix de l'énergie, vous bloquez le prix de la baguette et vous augmentez le salarié. Vous augmentez le salarié. Mais alors, comment fait-il ? Il ferme. Comment fait-il ? Il ferme. Nous, on veut mettre en place un système de péréquation entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Par contre, ça, je vous laisserai pas le dire, parce que les travailleuses et les travailleurs, c'est pas nous qui voulons les faire travailler jusqu'à 65 ans avec le dos cassé. C'est nous qui voulons augmenter leur salaire. Et moi, j'aimerais que vous alliez voir les employés de Camailleux qui sont mis en ce moment en liquidation. À 57 ans, j'ai entendu une femme dire comment je vais retrouver du travail. Dans mon agglomération à Toulouse, il y a 3600 personnes à Scopélec qui se retrouvent sans emploi parce que monsieur le maire n'a pas levé le petit doigt pour pouvoir sauver leur emploi alors qu'il le pouvait. Comment vont-ils retrouver du travail ? Les industries que vous leur Donc ceux qui tuent l'industrie, c'est le gouvernement actuel qui est en train de le faire. Vous imaginez que votre boulanger, s'il doit mettre la clé sous la porte, excusez-moi, vous aviez un travailleur, vous avez un chômeur. Moi, si vous voulez... Si on doit parler de mesures d'urgence, on fait comme l'Espagne. Je parle de mesures d'urgence. On fait comme l'Espagne, on obtient une dérogation pour désindexer le prix de l'électricité du gaz. Donc déjà, ça modère les prix de l'électricité. Et on baisse la TVA. Voilà. Deuxièmement, le prix du bouclier énergétique, au lieu de le faire porter à EDF, ça n'est pas son rôle. EDF est une entreprise qu'on le fait porter au budget de l'État. C'est une mesure fiscale. Vous reprochez à l'État d'avoir déjà 3 000 milliards d'euros
trop de dettes. Attendez. Moi, ce que j'ai reproché sur le bouclier énergétique, c'est de le faire porter à une entreprise. C'est-à-dire que le Parlement, en fait, n'a rien décidé de rien. On a dit à une entreprise, tu décides de bloquer les prix et tant pis pour ton avenir financier. Bon, en réalité, aujourd'hui, le vaisseau amiral de la refondation du parc nucléaire, il est en morceaux. C'est-à-dire il avait 43 milliards de dettes au début d'année, il va terminer avec 60 milliards. Plus personne d'ailleurs ne veut être président de cette entreprise. C'est pas en tuant EDF que vous résoudrez le problème avec l'électricité française. On va donner la parole à Arnaud Péricard dans un instant, mais il est déjà à 11h30, 11h30. Donc ça passe très vite. Pierre est là aussi pour intervenir. À tout de suite, Sud Radio. Nous allons revenir sur l'énergie, évidemment, et je vais donner la parole à Arnaud Péricard. Mais Pierre, comme Pierre nous appelle sur les retraites et que ici l'auditeur ou l'auditrice, eh bien l'auditeur est prioritaire. Pierre est avec nous. Il est dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, moi je ne comprends pas cette obsession qu'a le gouvernement de vouloir imposer 65 ou 67 ans. Alors que si la personne a les versements voulus, pourquoi il ne partirait pas? Il ne partirait pas. Alors que les trimestres cotisés, vous dites c'est aberrant. Ah ben oui, celui qui a les trimestres, tous ces trimestres, pourquoi il partirait après? Et en plus, s'il n'attend pas d'avoir 65, il parle maintenant de 65 ou 67 ans, il va avoir une décote alors qu'il aura quand même eu tous ces versements. Je comprends pas. Voyez, alors, Arnaud Péricard va vous répondre. Donc Arnaud là, Péricard. on prendrait l'exemple un peu particulier d'une personne qui a 65 ans, avant 65 ans, aurait l'intégralité de ses cotisations acquittées et l'intégralité de ses trimestres. Donc déjà, c'est une partie, peut-être c'est le cas, c'est votre cas, monsieur, mais c'est pas le cas de la grande majorité. Alors déjà, on va déjà attendre de voir quel sera le contenu de cette programme, de cette réforme des retraites. Et puis, faut pas oublier que dans la retraite et la manière dont le mécanisme de la retraite fonctionne en France, il y a aussi un mécanisme de solidarité entre les générations et entre les cotisants. Et ça, on l'oublie peut-être un petit peu. Et peut-être que vous ferez partie de cette exception-là qui devra être solidaire pour peut-être les 1 ou 2 années anticipées que vous auriez aimé prendre. Voilà, alors donc ça veut dire que quand je vais avoir mes versements, je devrais continuer jusqu'à 65 ans pour être solidaire. Moi, vous savez, avec le travail pénible que nous faisons, je vois pas pourquoi j'attendrai 2 ans de plus. Bon. Vous faites quoi comme travail, Pierre? Vous faites quoi comme travail? Je suis dans les espaces verts. D'accord. Ouais. Voilà. Alors, et vous voyez travailler jusqu'à 65 ans? Non, parce que moi je me lève à 6 heures tous les matins. Oui. Mais le travail pénible, ce sera indispensable. Indispensable, Arnaud Péricard. Il n'y a que 2 ans de pénibilité prévue. Je crois qu'il a été annoncé en tout cas aujourd'hui, mais peut-être que ça va être amendé à l'Assemblée nationale. Ça ne va pas dans ce sens dans les déclarations que j'entends. Vous êtes d'accord, que ça serait bien évidemment un des éléments, en tout cas, sur la table. Sur la réforme. Et la vraiment une réforme cassage de dos. Moi, je pense que quand on a toutes ces cotisations, on devrait inciter les gens, s'ils le veulent, à continuer en disant vous ne payez plus de cotisations, vous avez fait votre dû. Et maintenant, si vous décidez d'aller au-delà du nombre de cotisations, tout ce que vous ferez, c'est pour vous. Et deuxièmement, sur la pénibilité, plutôt que de bâtir des usines à gaz, je préférerais que les gens puissent aller voir un médecin. Voilà, j'ai un problème de santé, c'est de plus en plus pénible, et c'est le médecin qui prend la responsabilité de dire, écoutez, on abrège, parce que voilà, vous avez un problème spécifique et vous partez à la retraite. Son médecin traitant, et non pas un médecin trouvé sur Internet. C'est la responsabilité du médecin. Pourquoi on ne fait pas confiance, si vous voulez, aux gens? Je veux dire, évidemment, vous aurez sans doute quelques fraudes, mais c'est pas quand on a ces trimestres, effectivement, on travaille ensuite pour soi. C'est pas mal, non? Ce système. Non, mais attendez, on ne va pas demander aux médecins traitants d'ajuster la retraite. Il y a juste une mesure de bon sens public à avoir et de rapport au temps et vis-à-vis des travailleuses et des travailleurs. C'est de dire, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans. Point à la ligne. Après,
le reste, si vous voulez, c'est l'usine à gaz. Parce que, alors, tel médecin traitant va dire oui, je vous envoie à la retraite, l'autre non. Après, comment on va faire Après, vous faites un contrôle des médecins. Je vous ai pas coupé. Cette réforme, Monsieur Bourdin, est une réforme cassage de dos qui maltraite les travailleuses et les travailleurs qui sont soumis dans leur travail à de plus en plus de contraintes, qu'elles soient physiques, psychologiques. Et la moindre des choses, c'est quand on fait bien son travail, quand on le fait avec passion, avec vocation, c'est de pouvoir avoir un moment, un temps de repos dans sa vie, en bonne santé si possible, pour passer aussi du temps avec ses enfants, ses petits-enfants. La vie, c'est pas travailler comme un chien, excusez-moi de l'expression, jusqu'à 67, 69 ans, et quand on part à la retraite, mourir quelques années après, parce que c'est le cas aujourd'hui. Bon, très bien. Pierre, merci. Je termine sur la retraite, parce qu'on va revenir sur l'énergie. C'est une parenthèse. C'est Pierre qui nous a imposé cette parenthèse, et pourquoi pas. 1100 € par mois de pension garantie. Garantie. C'est bien ou c'est pas bien? Du point de vue de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, nous, la pension de retraite garantie, c'est celle au SMIC revalorisée. Voilà. Donc, du point de vue de ce qu'on est en train de vivre avec l'inflation... Vous pourriez voter 1100 € par mois ou pas? C'est insuffisant. Honnêtement, je vais vous dire, moi, ma grand-mère maternelle, elle est à moins de 1000 € de pension de retraite. Et toutes les personnes, et beaucoup de dames et de monsieur qui sont à la retraite, que je rencontre dans ma circonscription, ont des pensions de retraite qui sont indécentes aujourd'hui. Donc nous, on est pour avoir un progrès qui soit réel. Je vous dis 1100, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Mais c'est mieux que rien. Ah bah oui, non mais d'accord, mais à ce moment-là, vous mangez deux prunes au lieu d'une, c'est mieux que rien. Je suis d'accord, 1100 €, c'est peu, mais... Vous l'avez dit vous-même, merci Monsieur Bourdin. Non mais évidemment. C'est peu, c'est pas assez. C'est pas assez. Quand on a travaillé toute sa vie, on mérite de pouvoir vivre dignement sa retraite. Vous le votez ou pas? Non mais attendez, moi déjà je suis quelqu'un de discipliné, donc je vote en groupe, je vote pas tout seul. Vous êtes un représentant de la nation. Bien sûr. Moi je crois qu'on mais fait d'un une groupe, la erreur. NUPS. On fait une erreur parce qu'on ne fonctionne qu'en nominal. Et je vais vous dire, le montant de la retraite, qu'elle soit de 1100, 1150, 1200, à la limite je m'en fiche. Ce que je regarde, c'est mon reste à vivre. Et donc je crois qu'on devrait faire progresser la réflexion pour sanctuariser le reste à vivre après ce que l'INSEE appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire le logement, l'alimentation, le logement et l'énergie et les transports. Parce que c'est ça que je regarde. Une fois que j'ai payé ma facture d'électricité... Il faut beaucoup plus que 1100, moi, si vous m'augmentez ma retraite de 50 €, mais ma facture d'électricité augmente de 200, je ne vais pas vous remercier. Donc, je préférerais qu'on réfléchisse à ceci, parce qu'il est là le véritable enjeu, et ça permettrait d'adapter, parce que 1100 € à Paris, c'est pas 1100 € dans le Lot. Bien, je reviens sur l'énergie. C'est à vous, Arnaud Péricard. Que vouliez-vous dire sur la question énergétique? Je pense que... il y a des mesures urgentes à prendre. Urgentes, parce que le coût... Vous me dites il faut garder son sang-froid. Oui, mais tout le monde, quand même, aujourd'hui, même quand on garde son sang-froid, tout le monde se dit, zut, ma facture va augmenter, comment vais-je faire? Je vais vous dire, tout le monde est inquiet, tous les collègues élus locaux en ce moment, on est tous en train de préparer, on travaille sur nos budgets, on est tous inquiets. Hier, j'avais une réunion de l'association des maires d'Île-de-France. Tous les collègues sont particulièrement inquiets. Pour autant, tous s'accordent sur le fait que aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour savoir à quelle sauce énergétique on va être mangé. On ne sait pas. On est en train tous de prendre des mesures. Alors, je suis d'accord sur un point. Il y a des mesures un peu gadget. Abaisser les horaires d'illumination d'un certain nombre d'édifices ou l'éclairage public. Moi, l'éclairage public, en plus, j'y suis assez opposé pour des questions de sécurité, parce que notre espace public doit être sécurisé. La lumière, le soir, y contribue. On est tous en train de... Vous allez garder vos réverbères allumés à Saint-Germain. Oui, par contre, les monuments publics, le château de Saint-Germain va s'abaisser. On va clôturer la mise en lumière à 22h. On va le faire pour nos équipements patrimoniaux, mais les ouvrages publics, l'espace public doit être sécurisé et l'électricité y contribue. C'est comme ça, c'est aussi un progrès de société. Mais alors, quelle mesure? Alors, vous me dites ça, c'est gadget, mais quelles mesures non gadget faut-il prendre? Alors, pour le moment, nous, ce qu'on est en train de faire en tant que collectivité, on a des contrats d'achat groupés. On a des grosses centrales d'achat groupés, des syndicats intercommunaux pour l'électricité, pour le gaz. Donc, on est en train de sécuriser nos approvisionnements. On est en train de diversifier. Moi, j'ai créé, par exemple, mon réseau de chauffage urbain, à 70%, c'est de l'énergie décarbonée, c'est de la géothermie et c'est du bois. Donc, il faut aussi avancer. Alors, ça prend du temps, on n'est pas dans l'urgence. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai mis ça en place, mais ça va me permettre, en tout cas,
de maintenir, de pas trop augmenter le coût énergétique du chauffage urbain. Chauffage urbain, c'est 50% du chauffage de ma commune. Oui, donc c'est pas neutre sûr, quand même. Donc il va falloir sécuriser nos approvisionnements aux meilleures conditions tarifaires. Ces meilleures conditions tarifaires, elles seront forcément moins bonnes que les précédentes. On va devoir désinvestir un petit peu l'année prochaine, ça c'est sûr. Parce que le coût énergétique supplémentaire... Ça veut dire moins d'investissement, ça veut dire moins de travail pour des entreprises, ça veut dire moins d'emplois. Jean-Jacques Bourdin, c'est la conséquence pour les collectivités territoriales, la conséquence mécanique. Oui. Plus vous avez de charges de fonctionnement, moins vous avez de capacité d'autofinancement. Ça s'appelle une récession. En 2023. Évidemment. En 2023. D'où un risque sérieux de récession, j'aime pas trop ce mot, mais quand même. On porte un risque sérieux. Un pourcentage important d'investissement en France. En Allemagne, ils prévoient déjà la récession, et nous, en France... Je sais pas comment on va l'éviter. Vous savez pas comment on va l'éviter. On peut l'éviter, cette récession? Alors, non, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Péricard, sur la pollution lumineuse. Je pense pas que ce soit un gadget. Et moi, je vous incite à aller vous renseigner, notamment parce que je comprends ce qui est lié au sentiment d'insécurité, mais il y a des capteurs de mouvement aujourd'hui qui permettent aussi de faire des économies. Et je vous pose juste, tous les jours je vous juste que vous me donniez des leçons sur la manière. C'est pas des leçons, c'est une suggestion, Monsieur Péricard. C'est une suggestion. Il y a des sentiments d'insécurité. Mais justement, je pense qu'on va travailler à des projets de loi sur la question. Les caméras de vidéoprotection, il faut aussi qu'elles puissent éclairer des zones qui soient illuminées. Ça utilise de l'électricité également. Mais c'est bien les caméras de vidéoprotection. Je pense que moi j'ai pas de dogme là-dessus. Je pense qu'à certains endroits c'est sûrement utile, qu'à d'autres c'est gadget pour. À Nantes c'est utile. Je connais pas Nantes, moi je connais bien Toulouse. Je pourrais vous en parler longtemps de Toulouse, mais je me permettrai pas de parler d'une ville que je ne connais pas. Par ailleurs, on a beaucoup parlé d'insécurité. Je voulais vous dire, Monsieur Bourdin, qu'on a quand même un raté depuis des années que nous on essaye de mettre en avant, c'est que vous avez 12 millions de personnes qui sont d'ores et déjà en précarité énergétique. Que nous on a avancé dans notre programme avec la NUPS, le fait d'aller rénover thermiquement et phoniquement les logements, parce que ça permet de faire des économies d'énergie. On a pris du retard. Ça crée de l'emploi. Et ça permet de lancer aussi de nouvelles filières, notamment, je pense, dans le bois terre-paille, les énergies renouvelables. Donc, vous voyez, il y a des choses, bien sûr, il faut y répondre dans l'urgence, mais il y a des choses qu'on pourrait acter d'ores et déjà. Vous n'avez pas baissé la température de l'eau de la piscine municipale. Alors c'est un débat, on vient de le faire, on vient de passer de 38 degrés, c'est une piscine olympique, on vient de passer de 38 degrés à 36,5. La norme de la Fédération française, c'est 35 degrés. Non, 36,5. Et je peux vous dire que l'eau de la piscine municipale, 36,5, on ne peut pas descendre à moins de 35. Pardon, 25, je vous dis des bêtises. 26,5. Oh là là, juste pour finir là-dessus, Jean-Jacques Bourdin. Voilà. On est descendu à 26,5 au lieu de 28. Le seuil le plus bas, c'est 25 degrés. Et je peux vous dire que entre les citoyens qui nous demandent instamment de faire des économies d'énergie sur notre piscine olympique et le même citoyen qui râle un petit peu parce qu'il trouve que l'eau est froide, je ne sais pas gérer cette contradiction-là. Mais oui, ça, je pense que personne ne sait la gérer. Non, je pense qu'on ne sait pas si on est dans une économie de pénurie. Ou si on est face à un phénomène conjoncturel. Sobriété, dit le président de la République. Vous dites si vous êtes dans une pénurie, peut-être. Si vous êtes dans une économie de pénurie, vous ne répondez pas de la même manière. Quand vous avez une économie de pénurie, vous faites du rationnement parce qu'en fait, le signal économique n'est plus bon. Vous n'allez pas payer votre baguette 15 € parce qu'il n'y a pas assez de blé. Et donc, dans ce cas-là, on ne fait pas le coup de la température. On ferme la piscine. On ferme avec la suppression de la CVAE, 3000 enfants inscrits qui veulent apprendre à nager. On ne ferme pas une piscine. Si on est en économie de pénurie, la réponse, c'est pas la température, parce qu'en réalité, c'est comme quand sur le système électrique, si vous manque 15 gigawattheures, c'est pas le col roulé qui va vous sauver. En réalité, vous êtes obligé de dire à des entreprises, pendant 2 heures, vous arrêtez les machines, parce qu'on ne peut pas, vous n'avez pas physiquement la capacité de produire. Bien, 11h47, on a terminé sur l'énergie. Pourquoi cette crise d'ailleurs énergétique? Des arguments sont avancés ici ou là, à cause de la guerre en Ukraine, pour d'autres raisons. On va en parler, ça nous permettra peut-être d'évoquer, mais là vous n'avez pas plus d'informations que moi, les fuites sur les gazoducs. Il est 11h48, vous êtes sur l'antenne dessus. Bien, Julien Aubert, membre des Républicains, président du mouvement Osez la France, est avec nous, ainsi que Arnaud Péricard, membre de Renaissance et Horizon, maire de Saint-Germain-en-Laye, et puis François Piquemal, qui est député LFI de Haute-Garonne. Alors, crise énergétique, guerre en Ukraine uniquement?
C'est la seule cause ou pas? Non, mais parce que j'entends certains non. dire c'est à cause de parce que nous avons pris des sanctions. Notre objectif, soyons objectifs. Sur le gaz, c'est effectivement l'Ukraine, mais à la limite, c'est pas ce qui nous met en exposition le plus. Nous, les Français, on n'a pas un problème énorme sur le gaz. Le gaz russe, c'était 17%. Oui, sur les vrai. Américains qui sont engouffrés d'ailleurs dans la brèche grâce à Madame van der Leyen, qui est toujours une grande défenseur de la souveraineté nationale. Mais on avait tout à fait les moyens de gérer, de résister, et c'est plus la solidarité avec l'Allemagne qui risque de nous faire manquer de gaz. Sur l'électricité, il y a un problème, je dirais, qui échappe un peu à la responsabilité des gouvernements. C'est l'affaire effectivement systémique de corrosion, qu'on aurait pu détecter avant. Ils ont changé de méthode pour détecter un peu tard. Et puis, il y a quelque chose qui relève de la responsabilité, c'est que depuis 10 ans, on a fait la guerre à cette filière, on a expliqué qu'on pouvait s'en passer, et en fait, on ne peut pas s'en passer. Et à un moment donné, on se prend le choc de la réalité. Bien. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec les sanctions infligées à la Russie. Sur l'électricité, je dirais que c'est non. Je crois que ça via le gaz. Vous êtes d'accord que ça a été dit, il y a un impact sur le gaz, mais surtout ce que ça révèle, c'est le manque d'anticipation. Parce que moi j'entends que le projet de loi sur l'énergie qui va arriver mise tout sur le nucléaire. Mais je rappelle à tout le monde autour de cette table que 24 de nos réacteurs sur 56 aujourd'hui ne fonctionnent pas. Oui. Et vont avoir des difficultés à fonctionner. Certains vont refonctionner. Et Jean-Jacques Bourdin, oui. on va être confronté à de plus en plus de crises liées au dérèglement climatique qui, on le sait, ont des impacts sur ces réacteurs. Donc, il fallait penser bien avant, et il faut le faire dès maintenant, à comment on fait pour avoir une indépendance énergétique qui nous préserve des crises géopolitiques, mais aussi des défaillances qu'il va y avoir avec le dérèglement climatique. C'est pour ça que nous, depuis très longtemps, on met en avant le fait de réfléchir à des solutions sur les ENR, les énergies renouvelables. Et ça, je suis bien d'accord que ça prend du temps, mais on aurait pu lancer des investissements dans la recherche et développement, notamment là-dessus, sur les éoliennes en mer, notamment. Là, on a lancé une mission flash. On a lancé une mission flash sur l'acceptabilité dans les territoires des éoliennes ENR. en mer. Vous êtes d'accord? Vous êtes favorable ou pas à l'installation? Je pense que c'est une piste qu'il faut creuser. Mais alors, vous avez vu que même au sein des écologistes, il y a débat sur les éoliennes. Il y a débat pour certains qui défendent la protection des oiseaux, notamment sur la biodiversité. Voilà, sur la biodiversité. Oui, c'est vrai. On a un débat. Il y a un débat là-dessus, profond, mais ça n'empêche pas d'un moment d'avancer des pistes, de débattre avec les associations concernées, mais aussi de donner des moyens à la recherche, aux ingénieurs, pour trouver des solutions qui soient alternatives et nous permettre d'avoir une indépendance énergétique. Non, mais sur les causes de cette crise, ça a été rappelé évidemment par vous deux, mais je rappelle quand même qu'on a été dans un contexte de reprise économique mondiale post-pandémique, que tout le monde a tiré évidemment sur ses outils de production. Ça, c'est vrai. Et tout le monde veut des ressources. Avec des croissances très fortes partout. On peut aussi en reparler d'ici quelques mois, si je ne l'espère pas, nous sommes en récession économique, mais forcément que la manière dont on tire sur nos outils de production, nos moyens de production, ne sera pas le même, avec des capacités de production, notamment du parc nucléaire, qui auront été, pour partie, et je l'espère également, réactivées. Donc je pense qu'il y a aussi un élément conjoncturel qui est très fort. C'est pas que la faute au conflit russo-ukrainien, je pense. Il y a énormément d'éléments, et puis je pense que la principale des causes pour notre pays, c'est la vétusté du parc nucléaire, et qui ne fait que de crédibiliser cette démarche. Le problème, c'est que ce parc nucléaire a été construit dans les années 70-80 et que beaucoup de réacteurs ont à peu près le même âge et on va être confronté évidemment à une obsolescence de ces réacteurs. Et on voit surtout qu'il y a eu un problème de corrosion, et comme ils sont tous identiques, le problème se pose en même temps. Maintenant, quand j'entends parler des énergies renouvelables, là, j'ai la carte de la consommation en temps réel. Le nucléaire actuellement, c'est 30 gigawatts de consommation électrique. L'éolien ou le solaire, on est à 1 gigawatt. Et ce 1 gigawatt... Donc 30 fois plus. Mais qu'est-ce qu'on a investi Mais dessus? attendez, je peux vous répondre sur les chiffres. Ce 1 gigawatt d'éolien par rapport à 18 gigawatts installés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir 1 gigawatt, j'en installe 18 actuellement. D'accord? Alors que pour avoir 30 gigawatts de nucléaire, j'en ai 60. Donc, si vous voulez, le nucléaire, il fonctionne 75% du temps en temps normal. L'éolien sur terrestre, c'est 20% du temps. Il faut en faire 5 fois plus. Il ne faut pas non plus s'en priver de l'éolien et du solaire. C'est pas s'en priver, mais on est il y a l'hydroélectrique, il y a l'eau, il y a la géothermie, il y a la biomasse. Vous avez la question de l'acceptabilité sociale. J'avais oublié la sonnerie du gong. Mais ce que vous dites, j'entends totalement.
sauf que vous voyez bien à quel point le nucléaire, aujourd'hui, il va falloir en sortir à moyen terme. Pourquoi il faut en sortir ? Mais parce que c'est aussi une menace géopolitique. On voit avec ce qui se passe en Ukraine, c'est exposé notamment aux risques liés au dérèglement climatique. Et à un moment, il faut mettre des moyens dans le fait de trouver de nouvelles sources d'énergie qui nous rendent indépendants. Vous n'avez pas de solution. Aujourd'hui, votre seule solution de remplacement, c'est de bâtir des centrales à gaz. Non, ça veut dire en sortir progressivement. Ça veut dire investir massivement là-dedans. C'est ce qui manque cruellement dans le budget actuel. Alors, cette discussion est passionnante. Malheureusement, ça fait 1 heure déjà. Ça passe très très vite. Hein. Cette discussion est passionnante. Vous reviendrez évidemment. Jeudi politique. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et le 16 octobre, grande marche contre l'inaction climatique, justement, et pour le pouvoir d'achat. Et on parlera des retraites. Bon, très bien. Merci François Piquemal. Merci Jean-Jacques Bourdin. LFI de Haute-Garonne, Julien Aubert, membre des Républicains, Arnaud Péricard, membre de Renaissance et Horizon et maire de Saint-Germain-en-Laye. Il est 11h57. Vous êtes sur Sud Radio.